c'est rendre accessible les connaissances, le savoir à toute personne, peu importe son âge, son métier, sa situation personnelle, son lieu d'habitation aussi. C'est finalement vraiment ouvrir des opportunités d'acquérir des savoirs, se former, d'apprendre tout au long de sa vie. Cette expression de démocratiser le savoir, ce qui est intéressant, c'est qu'elle utilise le terme de démocratie, qui part du principe que tout citoyen a les moyens de débattre, de délibérer, de prendre part à la vie de la cité. Et donc c'est un système d'organisation de la société qui fait le pari de cette intelligence, de ces connaissances acquises par les personnes pour qu'elles fassent vivre cette vie en société, qu'elles en fassent partie, qu'elles aient toutes les chances, toutes les opportunités pour tenir leur rôle, leur place dans la société. En effet, le numérique permet de démocratiser les connaissances, à la fois quantitativement et qualitativement. Quantitativement, on a accès à bien plus de connaissances grâce au numérique. Un exemple très parlant, un artiste allemand qui s'appelle Michael Mandibert a décidé d'imprimer l'encyclopédie en ligne Wikipédia en 2015. Il a sorti 2000 volumes. Comparativement, une encyclopédie traditionnelle qu'on avait dans nos bibliothèques, c'était 20 à 30 volumes maximum. Donc c'est 100 fois plus de savoir disponible, de connaissances disponibles, dont la valeur est vérifiée et validée. Tout le monde peut apprendre grâce au numérique en théorie. En pratique, c'est un peu plus compliqué que ça. On a des personnes aujourd'hui qui n'ont pas accès à un équipement numérique, à une connexion Internet. C'est de moins en moins le cas, mais ça existe encore. Et puis, on a encore une autre fracture numérique, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas à l'aise avec les équipements numériques, un ordinateur, une souris, un écran, ou avec des services numériques, donc l'utilisation d'un traitement de texte, ou le fait de rechercher sur un moteur de recherche une information, etc. Et ces personnes, elles sont 13 millions en France. Ce sont des personnes qui souvent sont des personnes âgées, mais pas que. Il y a aussi des jeunes qui ont eu un usage très récréatif, très communicationnel du numérique, mais très peu orienté sur les outils bureautiques ou sur les démarches à faire via le numérique. Il y a énormément d'initiatives locales, nationales, publiques, privées, qui visent justement à rassurer, à mettre en autonomie, à favoriser cette appropriation des outils numériques et donc à rendre encore plus accessibles ces opportunités d'apprentissage, de formation, d'acquisition de connaissances par le numérique. Aujourd'hui, l'innovation pédagogique, elle passe beaucoup par le numérique et les technologies au sens large, l'intelligence artificielle, etc. Parce que c'est le support, les supports sans doute les plus puissants, justement pour rendre le savoir accessible, les connaissances accessibles. Penser que l'innovation pédagogique ne passe que par le numérique aujourd'hui, c'est tendre vers une approche qui est technosolutionnisme, qui est au mieux naïve, au pire dangereuse. Aujourd'hui, il y a énormément de recherches qui sont menées sur le fonctionnement du cerveau, sur les recherches sur des analyses cognitives, etc., qui sont essentielles pour justement être capable de continuer à rendre l'expérience d'apprentissage la plus efficace, la plus adaptée. On ne fonctionne pas tous pareil, c'est normal et c'est même d'ailleurs sans doute une des richesses de ce monde. Et donc c'est ces analyses-là qui continueront à nous permettre d'innover et d'être encore plus forts. Et évidemment, le numérique restera un des supports de transposition de ces analyses, mais on ne doit pas tout réduire aux opportunités et aux potentialités du numérique et des technologies. Ce sont tous les projets, toutes les solutions, toutes les entreprises, les associations, les collectifs qui utilisent des technologies, notamment numériques, mais aussi de l'intelligence artificielle, de la donnée, etc., au service de l'éducation. Aide, éducation, tech, technologie. Et donc ce sont des projets, des solutions qui visent à utiliser le numérique, les technologies dans tout ce que le numérique rend possible, pour viser l'excellence dans l'expérience d'apprentissage de toute personne. Aujourd'hui, on sait qu'un des défis auxquels la société doit répondre et doit faire face, c'est la question de l'acquisition des compétences et du renouvellement des métiers, de la disparition de certains, de l'apparition d'autres, mais également de la transformation des métiers qui durent. Les EdTech travaillent à apporter des solutions qui vraiment vont utiliser ces technologies au service d'une formation tout au long de la vie, au service d'un apprentissage qui est plus fluide, qui est plus personnalisé, qui est plus adapté à un enfant comme à un adulte en reconversion. Le numérique
a un impact environnemental et donc ne peut pas être pensé sans considération sur cet impact environnemental. Tout le secteur du numérique, c'est environ 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre au monde. Et en France, l'empreinte carbone du numérique, c'est environ 2,5%. La majeure partie de l'empreinte environnementale du numérique, elle se trouve au moment de la fabrication des équipements numériques. On sait que réduire ou limiter l'impact du numérique, ça passe notamment par réduire l'obsolescence matérielle et logicielle des équipements numériques. Ça passe par ne pas promouvoir le renouvellement trop rapide d'un téléphone, d'un ordinateur, etc. Ça passe aussi par des usages ou des plateformes qui minimisent finalement leur consommation énergétique et leur impact environnemental. On a énormément de bonnes pratiques, de bons réflexes, de bons gestes qui sont documentés par des experts, des collectifs qui sont engagés sur ces sujets-là. Par exemple, ne pas faire en sorte que son contenu pédagogique ne soit accessible qu'à partir du moment où on a tel système d'exploitation, tel logiciel, etc. Faire en sorte qu'on puisse imaginer des sites qui soient éco-conçus, donc avec vraiment du code informatique qui prenne en compte cette empreinte environnementale et qui la réduise en termes de police, en termes d'image, en termes de langage utilisé, etc., etc. Donc il y a un ensemble de solutions, de bonnes pratiques, de bons gestes à adopter. Et je trouve que c'est important, quand on travaille dans le secteur de l'utilisation de la technologie au service d'un enjeu d'apprentissage, d'un enjeu de formation, d'intégrer by design, par défaut, comme disent les développeurs, ces considérations environnementales à son travail, à la production, à la mise à disposition de ses contenus pédagogiques. Moi, j'aimerais vous recommander la bande dessinée d'Hugo Bienvenu qui s'appelle Préférence Système, qui est une bande dessinée qui finalement nous plonge dans un monde un peu dystopique où on a des activistes qui archivent en secret des chefs-d'œuvre culturels, des grands films, des grandes musiques, etc. parce qu'on leur a donné l'ordre d'effacer ces contenus culturels du fait de la saturation de la mémoire de la société. Je vous la recommande pour la beauté des graphismes. Je trouve que c'est important aujourd'hui de rechercher le beau. Parfois, on est dans un monde un peu triste, etc. et le beau est important. Et vraiment, les graphismes d'Hugo Bienvenu sont vraiment remarquables. Deuxième raison pour laquelle je recommande cette bande dessinée, c'est qu'elle porte une réflexion, vraiment une réflexion éthique sur les innovations numériques. Et je pense que c'est le cadre vraiment indépassable et important dans lequel il faut qu'on s'inscrive quand on travaille sur les innovations numériques et a fortiori quand on tâche de les utiliser pour des sujets vraiment sociétaux tels que la connaissance, la formation, l'apprentissage.